bonsoir à tous, chers amis de l'autocross et du sprint car, et bienvenue dans cette nouvelle émission, Les Échos du Paddock. Nous sommes ensemble ce soir pour le numéro 18 de cette émission, une émission de veille de rentrée scolaire, bien sûr. On sait que tout le monde est dans les starting blocks, néanmoins, vous êtes déjà nombreux à être connectés et à nous suivre pour cette émission, une émission 100% organisateur. Alors, vous l'aurez compris, notre graphiste, David Lhéritier, n'a pas pu nous aider là sur la réalisation de l'affiche. Je m'y suis pris un petit peu tard, donc c'est pour ça que l'annonce était un petit peu différente sur cette émission. Néanmoins, ce soir, on accueille deux organisateurs bien connus du championnat et de la Coupe de France d'autocross et de sprint car. Et ce soir, eh bien, pour m'accompagner, c'est Patrick Moreau qui est avec moi. Salut Patrick, bienvenue. Bonjour Florian, bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Écoute, tout va bien ici, j'espère que chez toi aussi. On a aperçu France tout à l'heure, on en profite tiens, pour l'embrasser parce que beaucoup de gens connaissent forcément France Moreau. Ce soir, deux organisateurs, Patrick, qui sont avec nous, des organisateurs que tu connais bien. Bourges d'un côté, chez qui nous allons depuis de nombreuses années, et puis Steinbourg avec Jérémy Stark qu'on accueille, nouvel arrivant dans ce championnat de France, arrivant récent je dirais, mais qui continue de travailler avec nous puisqu'il est également membre du bureau de l'OFAC. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Et puis, à Bourges, eh bien, c'est Joël Tillot et Gérard Riffet qu'on accueille. Bonsoir les garçons, bienvenue à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Salut Jérémy, bonsoir à tous. Patrick, si tu veux bien, comme d'habitude, lorsqu'on parle des organisateurs, il est intéressant de faire un petit peu le point sur l'appartenance fédérale de ces deux circuits. Eh bien, il n'y a pas de problème. Allez, on est parti. Bourges. Nos amis de Bourges, le club est né en 1970, il faut quand même le savoir, ça fait déjà quelques années, hein, ils ont fêté les 50 ans. Hein. Et puis, eh bien, là-bas à l'ASA, c'est l'ASA du centre, c'est Patrick Débé, commissaire technique, hein, qu'on voit régulièrement sur les épreuves quand on va au championnat de France à Bourges. Et puis, la Ligue du centre, présidée par Jean-Luc Roger. Jean-Luc Roger, aussi quelqu'un qu'on connaît bien à l'autocross, puisqu'on le voit fréquemment à Saint-Georges-de-Montaigu et qu'on voit régulièrement, bien évidemment. Alors, à Saint-Georges-de-Montaigu, on le voit officier hein, en tant que directeur de course. C'est lui qui doit faire la main courante, je crois, un truc comme ça. Hein, donc, on le voit régulièrement, Jean-Luc. Et puis, bien évidemment, à chaque fois, à chaque épreuve du championnat de France à Bourges, il est présent forcément. Et puis, de l'autre côté, eh bien, on retrouve nos amis de Steinbourg. Alors là, le club est un petit peu plus récent, un petit peu plus jeune, puisqu'il est né en 2004, on va dire. Hein. C'était Olivier Maury, le président fondateur. Et puis, depuis maintenant, eh bien, c'est Alex, le frère de Jérémy, Alex Stark, bien sûr, qui est le président. Hein. Donc, voilà, là-bas, eh bien, l'ASA d'Alsace, eh bien, c'est Franck Madère. Franck Madère, bien connu pour l'organisateur de la championnat de France de course de côte, hein, chez eux là-bas. C'est la Ligue Grand Est qui est présidée par Jackie Clément. Voilà un petit peu pour tous ces... On va situer cette partie fédérale de nos organisateurs, Florian. Ok, merci Patrick. Un club historique du côté de Bourges, un club plus récent du côté de Steinbourg, mais pour autant une expérience solide de la discipline, parce que si aujourd'hui on connaît Jérémy et Alex, on n'oublie pas non plus Dany, le papa, qui a fait les belles heures de l'autocross là aussi. Jérémy, est-ce qu'on peut revenir un peu sur la carrière de Dany? Il y a combien de temps il a roulé et quand est-ce qu'il a pu commencer? Il a démarré dans les années 82, il me semble, 85. En tant que pilote, il a fait de nombreuses années de championnat de France. À l'époque, c'était la D3 de litres, ouais. Qui est la Buggy Cup actuelle. Et pendant toutes ces années, il a parcouru côté pilote. Et puis, effectivement, en 2004, on a repris le circuit de Steinbourg pour faire organisateur. Organisateur depuis 2004 sur le circuit de Steinbourg, mais ça n'a pas tout de suite été le championnat de France et le championnat et la Coupe de France. Il y a d'abord eu l'organisation d'autres épreuves comptant pour d'autres nations. Tu nous en parles, Jérémy, si tu veux bien? Exactement. Donc, c'est vrai que sur ces dernières années de pilote, on est allé courir, on a passé la frontière, on est allé courir chez nos amis les Allemands. Et on a pris la décision de devenir organisateur pour leur championnat à eux. Donc, effectivement, pendant à peu près 13 années, on a organisé un championnat régional allemand et un championnat national qui se prénomme la DMSB. Où également, on a fait pas mal d'années avec eux.
Voilà, donc jusqu'en 2018, effectivement, on est retourné en France, quoi. Pour bien expliquer aux téléspectateurs qui nous regardent, la DMSB, donc c'est le championnat allemand, c'est l'équivalent de la Fédération française de sport automobile ou de l'OFAC, et eh bien ils sont allés courir sur un autre territoire, frontalier certes, mais sur le circuit de Steinbourg pendant près de 14 ans, jusqu'à ce que en 2018 vous décidiez à organiser votre première épreuve. Alors c'est pas en 2018 que vous êtes décidé parce qu'il y a eu énormément de boulot préparatoire. Exactement, ouais, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est vrai que passer d'une épreuve étrangère à une épreuve française finalement était un peu plus dur que prévu. Mais bon, avec l'équipe qui suivait derrière, et puis le soutien de l'OFAC, on a réussi à passer le cap. Et puis l'OFAC nous a fait confiance pour se lancer dans ce fameux championnat. Et puis, ma foi, ça s'est plutôt bien passé. Et je crois, Jérémy, que vous étiez aussi désigné épreuve de repli du championnat d'Europe d'une épreuve allemande, non? Exactement. C'est vrai que nos amis allemands, d'ailleurs, nous en veulent un peu depuis qu'on n'organise plus du tout d'épreuves allemandes. Donc, effectivement, à plusieurs reprises, on nous a pris secours où une épreuve européenne de chez eux devait s'arrêter. D'accord. D'accord, ok, merci Jérémy. Du côté on va aller à Bourges, aller voir Joël et Gérard. Joël, c'est un circuit qui tourne depuis des années à Bourges et qui n'accueille pas que de l'autocross. Effectivement, notre circuit a fêté ses 30 ans en 2019. On n'a pas pu faire la 31e année, bon, c'est dommage. Et sur ce circuit, l'origine du circuit de Bourges-Alogny, c'est essentiellement le Deux-Chaux-Cross. Le Deux-Chaux-Cross qui est régional, qui est surtout sur le centre de la France. Toutes les épreuves se déroulent dans un rayon de 150 à 200 km. Donc nous, on se trouve vraiment au centre et on a souvent le record pilote chez nous. Après, on a décidé d'évoluer un petit peu. Donc on a touché le rallycross dans les années 2002, 2003, 2004, parce qu'à l'époque, ils ont créé une Coupe de France. C'est-à-dire c'était les D3, D4 qui ne pouvaient pas rouler avec les D1 et les D2, je crois, je ne sais plus exactement. Et ils cherchaient des circuits pour faire des coupes. Ça a duré 3 ans, donc on a profité pendant 3 ans avec le circuit, je crois, de Bad Foldance. On était deux en France à organiser du rallycross. Ce qui nous a permis quand même une grosse évolution, de faire du bitume sur la ligne de départ à l'époque, qu'aucun circuit d'autocross avait pratiquement, à part les races. Et ça nous a permis aussi d'électrifier le circuit très tôt. On a commencé en 2002-2003 à avoir un parc électrifié. Et de cela, après, on a continué avec le camion cross dans les années 2006, pendant 5 ans. Et le camion cross a laissé la place en 2010 au Folcar. Donc Deux-Chaux-Cross et Folcar réunis. Et le championnat de France d'autocross, on a commencé en 1994. Donc on commence à être des circuits assez anciens à ce niveau-là. Et d'ailleurs, pour rebondir sur votre épreuve de rallycross, on a un pilote qu'on connaît tous bien, nous, c'est Noam Lagarde, qui a été champion de France justement de cette division de rallycross. Ouais. Et puis pour rebondir aussi sur le Deux-Chaux-Cross, c'est pas par hasard si le circuit actuel s'appelle le circuit André Toton, président, on va dire, du groupement du Deux Chevaux, directeur de course connu et respecté. Vraiment, c'est quelqu'un de moi que à chaque fois je rencontre chez vous, je suis vraiment très heureux de rencontrer cette personne. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, avec un charisme, avec une connaissance du sport auto qui est vraiment très impressionnante. C'est vraiment quelqu'un de vraiment méritant. Il s'est mis un petit peu en retrait maintenant depuis quelques années, mais il est toujours présent avec vous. Il est toujours, à chaque fois qu'on organise, il est présent. Et d'ailleurs, ses enfants, enfin sa fille, toujours, elle aussi, on la retrouve régulièrement sur votre épreuve. Effectivement, c'est vrai qu'elle est souvent avec lui et elle est, au niveau quand même speaker, elle s'en occupe très bien. Et elle a une voix qui porte très bien et si elle voulait, si elle avait du temps, on pourrait la récupérer pour d'autres disciplines, facilement. Et d'ailleurs, c'était un peu André Toton qui était à l'origine
de cette coupe de chevaux cross. Hein. Oh oui, effectivement, c'est André qui a repris ça et qui a mené ça de main de maître. Hein. Et ça a toujours été quelqu'un qui était respecté par l'ensemble du paddock. Et quand André parlait, tout le monde écoutait. Il n'y avait aucun pilote. Hein, c'était vraiment. Mais c'était quelqu'un de très droit. Ouais. La légitimité des directeurs de course, effectivement. Juste avant de poursuivre, j'ai oublié de vous le dire, bien sûr, vous pouvez poser vos questions auprès des organisateurs. Vous allez sur YouTube, sur la fenêtre de chat qui est à côté, puis n'hésitez pas à poser vos questions. Ils sont là pour y répondre. Jérémy, je vais revenir vers toi pour que tu nous détailles un petit peu cette démarche et ce cheminement pour aller jusqu'au championnat de France. On avait l'occasion de se connaître sur les épreuves du DMSB, et puis après, il a fallu se renseigner. Il y avait de nombreuses étapes, j'imagine, avant de pouvoir accéder au championnat de France. Oui, effectivement. Donc, pour moi, il m'a paru judicieux d'intégrer l'OFAC, déjà pour commencer, pour se faire connaître, premièrement, pour connaître des gens bien placés aussi, pour y accéder un peu plus facilement. Et donc, effectivement, j'ai pris la décision d'intégrer le bureau de l'OFAC en 2015. Et donc pendant effectivement à peu près les 3 années-là, faire découvrir ce circuit, découvrir des gens. Après, j'ai eu beaucoup ton soutien parce que toi, tu étais finalement une personne qui nous suit depuis un moment parce que tu étais speaker de nos épreuves allemandes. Donc, tu connaissais le site, tu connaissais notre équipe, tu connaissais notre façon de travailler, et puis tu pensais que c'était, toi-même, tu as dit que tu penses que ça sera réalisable. Donc après ça, on a foncé, et puis voilà, au bout de 3 ans, donc en 2018, à partir de là, on a eu notre première date. C'est vrai que c'était. Alors, oui, j'ai eu la chance de faire parcours, dès 2012, la première année où j'ai pu faire speaker chez vous sur le DMSB. Mais alors, tu sais, moi, j'ai toujours une position facile à encourager les gens à le faire. C'est toujours. C'est pas le plus compliqué. C'est comme quand je vois des pilotes qui roulent en challenge régional et je leur dis va au championnat de France, tu as toute ta place. Bon, certains le font, d'autres n'ont pas les moyens de le faire. Mais en tout cas, c'est vrai que Steinbourg, votre rigueur, la qualité du site et la qualité d'organisation ne pouvaient pas être un frein, en tout cas, à l'organisation d'un championnat de France. Alors, effectivement, après, il y a quand même quelques contraintes qui viennent se rajouter. Et puis, niveau budget, il a aussi fallu casser un peu la tirelire pour organiser ce championnat de France. Mais en tout cas, je crois que cette première édition a été vraiment une réussite pour tout le monde. Patrick, toi qui as parcouru tous les circuits de France et de Navarre, quelle a été ton impression en arrivant à Steinbourg sur cette première édition? Moi, ce qui m'a frappé le plus, c'est la rigueur. C'est la rigueur. On sent bien, tu sais, qu'il y a toute la rigueur de l'Est, hein, de la France, hein, avec la frontière allemande qui est toute proche. Tu vois, je suis allé à Pur, c'est les Ardennes, c'était déjà plus le même. Il n'y a plus le même état d'esprit, tu vois. Là-bas, chez eux, c'est. Par exemple, tu sais, nous, on est habitués. Ce soir, on dîne à quelle heure? Bah, c'est 20h. Bon, bah, ouais, d'accord. On arrive 20h, 20h30, tu sais, et puis bon, bah, pour nous, on est à l'heure. Ah non, là-bas, on dit 20h, c'est 20h. Tu arrives à 20h30, bah, non, désolé. Alors bon, il a fallu qu'on s'accommode de tout ça. Mais c'est vrai que c'est bien. Ils te disent quelque chose, ils font ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire, si on te promet quelque chose, on le fait. L'année dernière, ils nous avaient promis, il y a 2 ans, ils nous avaient promis des améliorations quant à la tour de contrôle, le chronométrage, tout ça. On est arrivé l'année dernière, tout était en place, tout était fait, ils avaient fait les investissements et tout de suite, ça. Alors je veux pas dire qu'il y a 2 ans ça n'avait pas marché, mais ils découvraient un petit peu le championnat de France, ses exigences et effectivement ils ont su répondre présent et ça il n'y a pas de problème. En tout cas, le coup de chapeau qu'on peut tirer à Steinbourg, et on reviendra après justement sur ce que je veux dire, c'est que ils n'étaient pas issus d'une épreuve régionale. Ils roulaient pour un autre championnat. Alors, ils organisaient des courses d'autocross, hein, bien sûr, on sait, il y a à peu près les mêmes contraintes, mais en tout cas, ils n'ont jamais travaillé sous l'égide de la Fédération française de sport automobile, sous un challenge ou un autre. Pas encore, du moins. Et il a fallu se cracher dans les mains pour tout de suite être au niveau du championnat de la Coupe de France. Alors, il est clair que le jour où, en commission, on a décidé d'aller à Steinbourg, effectivement, les gens étaient un petit peu frileux, quoi, parce que on ne savait pas trop dans quoi on se lançait. On connaissait la famille Stark, ça, il n'y avait pas de problème. On savait qu'il y avait des épreuves qui se couraient
des épreuves donc, du championnat d'Allemagne, mais on n'en savait pas davantage. Quoi. On va dire, les gens étaient un petit peu frileux. Ils ont dit comment ça va se passer avec les officiels, comment ça va. Et puis finalement, ça s'est très bien passé. On a eu de longues conversations avec Franck Madère, qui était présent sur leur épreuve, qui a l'habitude d'organiser des épreuves de haut niveau avec son épreuve de sa course de côte. Et il n'en revenait pas on va dire, de la qualité de ce qu'on avait amené, ce que l'OFAC avait amené pour encadrer, avec les officiels pour encadrer cette épreuve. Effectivement, c'était une rentrée réussie en 2018. En tout cas, on va revenir tout à l'heure sur l'épreuve 2019. Je voulais revenir avec Bourges sur les spécificités de votre circuit. Et puis, on va en parler, puisque les gens en ont parlé. Gérard va peut-être pouvoir nous répondre sur les modifications qui ont été apportées sur le circuit de Bourges, avec ce virage de l'arrivée. Eh bien, cette année, le circuit est mis en sommeil, mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas travaillé. Là, au mois d'octobre, dans le mois de septembre, octobre, normalement, on va reconditionner le circuit, le retravailler pour qu'il soit au top l'année prochaine. Et une nouveauté, c'est qu'on a installé des Algeco et d'une superficie de 60 mètres carrés pour accueillir les engagements, accueillir le VIP, les apéros. Ah bon? Ah bon? Ben oui, faut le dire. Il y a des apéros. Et une station de lavage toute moderne, écologiste. Donc, on ne l'a pas essayé pour l'instant, mais on récupère l'eau au lieu d'aller, au lieu que ça soit un camion citerne qui vienne pour laver. Donc, une station de lavage toute moderne, comme les stations de lavage qu'on trouve en ville. D'accord. Et d'ailleurs, c'était un des points justement où régulièrement les pilotes créaient des problèmes avec la personne qui était préposée à l'arrosage. Hein. Je crois que c'est bien d'avoir solutionné ça. Je veux dire, le bénévole vraiment lui faisait vraiment le plus possible pour donner aux pilotes, mais malheureusement, on le sait bien, on a toujours parmi nous des pilotes qui sont toujours un petit peu agacés, quoi. On va dire. C'est pas toujours très simple, et c'est vrai que c'est bien d'avoir solutionné ça. Donc là, c'est eux-mêmes qui se débrouilleront. S'il y en a un qui met un peu trop de temps, ça coupera. Voilà, hein, c'est eux qui feront la loi eux-mêmes. Hein. Donc, il n'y aura plus ce problème-là. Et puis, autre chose qu'on espère faire aussi, si on a le temps, c'est une plateforme en face de la direction de course, et où toi tu es aussi, que tu pourras sortir dehors. D'accord. Pour pouvoir commenter. D'accord. Une plateforme. Moi personnellement, Bourges, j'ai un très très mauvais souvenir comme à Saint-Junien. Si vous vous rappelez, l'accident de notre ami Stéphane Sesma qui s'était produit sous nos yeux, et j'ai vraiment un très très mauvais souvenir de cette épreuve, tout comme donc à Saint-Junien où on avait perdu notre copain, bien sûr. Et vraiment, c'est des images qui me restent. Tu vois, si j'ai dans ma vie de speaker, si j'ai des regrets, c'est d'avoir vécu ça. C'est vrai que c'était des moments qui ont été assez difficiles. Oui, c'est dommage pour tout le monde. Hein. Ouais, pour nous, parce que oui, bien sûr. Le directeur de course, c'était vraiment quelque chose qui devait pas arriver, mais bon, c'est arrivé. Voilà. Il y a effectivement des moments moins souriants que d'autres dans notre discipline, mais qui en tout cas nous permettent de nous retrouver avec joie à chaque fois. Oui. Et bien sûr, on embrasse notre copain Stéphane Sesma, et puis on pense bien sûr à Fred et sa famille. Je voulais revenir avec Jérémy pour qu'il nous parle un petit peu de son expérience de pilote, parce que Alex et toi, vous avez été pilote. Alors Alex a parcouru peut-être un peu plus le championnat d'Europe. Toi, tu avais fait une saison complète en super sprint, je m'en souviens. Ça avait été l'occasion pour vous
dans les travaux préparatoires de l'intégration en championnat et en Coupe de France, d'aller un peu chercher les infos, d'aller voir ce qui se faisait. Oui, exactement. Bah, ça commence déjà par l'expérience que mon père avait parcouru aussi, parce que toutes ces années d'autocross ont permis déjà, bien avant notre épreuve du championnat de France, de faire un tracé exemplaire. On va dire un tracé rapide, mais quand même très technique. Donc après, effectivement, mon frère sur le côté championnat d'Europe, moi sur le côté championnat de France, on est allé chercher des infos nous-mêmes sur le niveau de la piste, au niveau des locaux officiels, au niveau de l'accueil spectateur et tout ça. Donc effectivement, en ayant parcouru plusieurs circuits, ça permet de récupérer les bons points de gauche à droite et puis de les appliquer chez nous. C'était un peu notre façon de travailler. Est-ce que l'organisation de 2018 vous a demandé énormément de travaux? J'ai quand même l'impression que globalement, vous étiez prêt sur le site en tout cas. Oui, c'est sûr, que ce soit la partie électrification, on a nous depuis le début. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a toujours fourni aux pilotes. Au niveau du parc pilote, on n'avait pas grand-chose à faire. Les allées étaient déjà plus ou moins faites, hormis le parc que notre agriculteur veut bien nous prêter. Au terme du circuit, c'est vrai qu'il est homologué des FSA depuis bien longtemps parce qu'on fait de la location privée où on a des ouvertures loisirs. Et pour avoir l'accord préfectoral, il nous faut l'accord au niveau du circuit homologation FFSA. Donc pareil, au niveau du circuit, pas grand changement. Là où il y a eu un peu plus de travaux, c'est vrai que c'est au niveau des officiels parce que les épreuves allemandes demandent beaucoup moins d'officiels. Donc on a dû agrandir de tous les côtés cette partie-là et notamment l'espace créé spécialement pour cette occasion-là. C'est ça, il y a eu tout l'espace de collège. Aussi en quelques lignes. C'est ça. Vraiment toute la partie bureau officiel a été refaite à cette occasion-là, quoi. Jérémy, moi, ce que je voulais te dire, alors je crois que c'est l'an dernier, je ne voudrais pas me tromper, mais alors en 2018, beaucoup ont découvert cette épreuve. 2019, les gens sont revenus, certains avec l'appréhension des gens de l'Est et peut-être de leur rigueur ou de leur froideur, mais en tout cas, vous avez, je crois, été l'organisation qui a réservé le meilleur accueil aux pilotes avec la fameuse soirée Flamme-Cuche du vendredi soir dont on a entendu parler tout le week-end de Steinbourg. C'est vrai que comment ça s'est passé? Qui a eu l'idée d'accueillir les pilotes de cette manière? C'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, l'accueil du pilote. On a été toujours marqué par Moron, qui ont toujours offert cette traditionnelle bouteille de cidre en sortie des décès. Et c'est quelque chose qu'on trouve chaleureux et puis qu'on a eu à cœur de vouloir refaire. Donc tout est parti de là. Ouais, c'est vrai que l'ensemble de l'équipe était partant pour accueillir du mieux que possible les pilotes. Je cherchais la machine de ton papa, Danny, Speedcross à moteur Volkswagen, c'est ça? C'est ça. Donc, ça a démarré par un Toyota et ouais, on a fini par un Volkswagen dedans. Ouais. Ah, c'est pas tout jeune tout ça. Ouais. Non, mais c'est vrai, pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'on a eu. Alors, faut pas se méprendre hein, quand je parle de la rigueur, on va dire des gens de l'Est. Leur accueil est à chaque fois chaleureux. Hein, chez nous, chez nous, je veux dire, pas par chez moi. Quand vous rentrez dans un magasin, on vous regarde comme ça, c'est tout juste. Si on vous demande pas qu'est-ce que tu veux, toi. Là-bas, quand on rentre dans un magasin, on vous dit bonjour, on vous dit merci, on vous dit au revoir. C'est quelque chose qu'on apprécie, qui est vraiment intéressant. C'est quelque chose qu'on apprécie. Et c'est ce qui fait la richesse de notre championnat et de notre Coupe de France, c'est de traverser un petit peu la France et d'aller à la rencontre des régions différentes. Ça, c'est quelque chose que, Patrick, tu vois, tu as déjà eu l'occasion d'en parler, mais effectivement, tu disais que c'est ce qui allait peut-être te manquer, puisqu'on sait que ta retraite est annoncée pour bientôt. Absolument. Et la rencontre des gens, des lieux, c'est quelque chose d'important et c'est ce qui nous motive à traverser la France tous les 15 jours. Hein. Oui, absolument, parce que bon, les voitures maintenant,
ça fait 40 ans, bon, on en a fait le tour. Hein. On s'ébahit toujours devant les performances parce que plus ça va, plus ça marche vite, plus ça marche fort, plus ça. Mais bon, ce n'est toujours que des courses de voiture. Par contre, c'est vrai, la rencontre humaine, les gens qu'on rencontre, c'est vraiment intéressant. Toujours. Merci Patrick. Je voulais revenir avec les organisateurs de Bourges pour savoir si vous continuez ou pas d'utiliser votre piste en dehors de l'épreuve comptant pour le championnat et la Coupe de France. Alors on a parlé des autres épreuves qui ont lieu sur votre circuit, mais est-ce que, comme on est en train de le voir cette année avec une situation exceptionnelle, votre piste est ouverte pour des séances d'essais privés ou des locations? Alors, elle est ouverte, oui, mais strictement parce que la mairie, on a signé un contrat avec la mairie, quoi, on ne peut pas faire plus de 3 épreuves dans l'année et 3 jours d'essai, 3 journées d'essai libre. Donc, et par la même occasion, on ne peut pas se permettre de faire des essais, enfin, d'ouvrir la piste à tout le monde, parce qu'on a eu encore un orage là, ça fait un mois, qui a tout détérioré, qu'il faudrait encore des moyens énormes pour la remettre en état. Donc c'est pour ça qu'on va toute la refaire là, au mois d'octobre. Mais à part ça, on la loue à une école de pilotage, Subaru, qui est basée à Rouillé d'ailleurs. Et ça se déroule sur le week-end, samedi et dimanche. Et ils font le plein. Hein, donc c'est sur rendez-vous ou par box en cadeau. Donc vraiment ça marche très très bien. Et peut-être qu'on renouvellera ces Subaru plusieurs week-ends, mais bon, il faut qu'on fasse quand même attention, pas trop déranger les riverains. Hein. Enfin, il n'y en a pas 50, il y en a un, mais c'est un de trop. Il suffit d'un. Voilà. En tout cas, Gérard, la location de ces circuits, dans cette année si particulière, c'est quand même l'occasion de faire rentrer un petit peu d'argent dans les caisses, je dirais. Oui, ça serait bien, mais bon, on est un petit peu coincé de ce côté-là, quoi. Ce qu'il y a, c'est qu'on a des orages, il est tombé 80 mm d'eau, même plus, je crois, en une demi-heure. Donc, comme le circuit est en pente, tout est parti. Il faut tout ramener la terre. Là, c'est de pire en pire. En plus, le circuit, depuis 30 ans, il a descendu de plus de 50 cm. Il y a 50 cm de terre qui sont disparus. Avec la poussière et avec les orages, comme on a. Nous, on ne manque pas d'eau chez nous, c'est vert en ce moment. Hein. On ne peut pas dire qu'il y a de la sécheresse. Hein. Il est encore tombé 20 mm la nuit dernière. Mais c'est les gros orages qui nous handicapent et tout part, quoi. C'est vrai que les gros orages, on a eu l'occasion d'en connaître un sur l'épreuve là récemment, il y a 2 ou 3 ans, je crois. C'est vrai que c'était tombé, on était allé relever les flammes sur le bord du circuit, les flammes publicitaires, c'est très impressionnant. Ouais. Juste sur l'accueil, j'ai déjà eu 2 messages de rappel donc pour dire que l'accueil est très chaleureux à Bourges également, avec les tripes du dimanche matin. Je vais faire le flamme-cuche, personnellement. En tout cas, c'est vrai que les gens qui participent à ces tripes le dimanche matin en ont un excellent souvenir, et je pense notamment à Didier Rodrigue, et puis à un certain DC qui travaille dans le TP, mais on ne peut pas le citer. Bref, Jérémy, du côté de Steinbourg, la location de la piste, c'est quelque chose que vous pratiquez un peu plus souvent, puisque la piste est ouverte plus facilement, avec peut-être moins de contraintes qu'à Bourges. Oui, effectivement, on n'a pas les contraintes que Bourges ils ont, c'est-à-dire que nous, on n'a pas de voisinage, et avec la commune, il y a une très très bonne entente. Donc effectivement, à partir de mars, on ouvre la piste, et ce jusqu'au mois d'octobre, si la météo le permet. Et donc là, on est ouvert sur une partie, donc on a une équipe qui tient une partie loisirs, donc à 2 week-ends dans le mois. Et entre ces week-ends, on loue au privé. On a notamment énormément de pilotes européens
qui nous loue tout le week-end cette piste. Donc, en règle générale, on va dire que de mars à octobre, quasiment au moins 3 week-ends par mois, il y a du roulage. Parmi les habitués européens qui roulent et qui s'entraînent à Steinbourg, Kevin Peters, René Mandel, Bernd Stube, pour ne citer qu'eux, ont l'habitude et sont venus manger de la gomme sur le circuit du Soleil. Exactement. On a eu bien plus de pilotes étrangers que de pilotes français d'ailleurs. Voilà, le message est reçu. Je sais aussi qu'il y a certains équipementiers qui viennent pour tester sur le circuit. Alors, on peut les citer sans me tromper. Je crois que c'est Hollins qui a l'habitude de venir rouler, je crois, sur le circuit du Soleil pour tester les amortisseurs. Hollins était venu une fois, mais sinon, c'est souvent Reiger donc, qui interviennent. Il y a Proflex aussi, effectivement. Et après, on a eu des manufacturiers de pneus aussi qui sont venus. Autrement, c'est souvent des constructeurs comme Peters, Fast and Speed qui viennent. On a aussi de temps à autre des soirées, des week-ends un peu plus VIP quand l'équipe de Citroën en rallye WRC qui viennent. Et donc ça fait toujours plaisir. Et ce que je voulais te dire exactement, c'est qu'on vient de parler de l'autocross, mais il y a aussi un autre Alsacien célèbre qui a eu l'occasion de venir rouler, je crois, sur le circuit de Steinbourg, ou qui passe de temps en temps voir ce qui s'y passe. Exactement. On peut en parler. Et puis, le rêve, ce serait quand même qu'on puisse, grâce à vous, l'accueillir sur votre épreuve. C'est une possibilité, on y travaille. Bien sûr, c'est Sébastien Loeb dont on parle, le non-nuple champion du monde des rallyes, Patrick. Oui, d'autant qu'il n'y a pas de raison. Dans les Hautes-Alpes, ils ont bien eu Sébastien Ogier qui a couru une fois sur l'épreuve. Mais je crois que la difficulté, c'est leur contrat un petit peu qui les bride, qui les empêche un petit peu de faire des épreuves du sport à côté, qui risquent, entre parenthèses, un petit peu dangereux, on va dire, pour leur intégrité physique. C'est ça, et puis en fait, contrat avec les constructeurs ou avec les publicitaires. Hein, de toute façon. Voilà, c'est ça, complètement. Oui. J'aimerais leur poser une petite question, moi, tiens, parce que, bon, aussi bien Joël Thiot pour Bourges que Jérémy, qui est maintenant avec nous à l'OFAC, est-ce qu'ils ont des regrets depuis qu'ils ont intégré l'équipe de l'OFAC? Est-ce qu'il y a des choses qu'ils ont à cœur, qui n'ont pas abouti? Est-ce que j'aimerais savoir un petit peu le fond de leur pensée, puisqu'on est en train, avec les organisateurs OFAC? Je pense que c'est quand même difficile de dire que, bon, de l'OFAC, parce que je suis aussi membre de l'OFAC, avec Jérémy. Justement. Et l'OFAC, je l'ai un peu à cœur parce qu'elle a été créée à Bourges. Effectivement. La création de l'OFAC, elle s'est créée, tu y étais d'ailleurs, elle s'est créée un soir à Bourges, et c'est pour ça que ça me reste à cœur. Et les organisateurs voyaient pas toujours bien l'OFAC, mais depuis 2 ans, je trouve qu'il y a une grosse amélioration dans nos réunions, dans nos AG. Et les organisateurs se sont rapprochés de l'OFAC et ils se sont aperçus financièrement de ce que l'OFAC apportait à l'organisateur. Et chose qu'ils ne se rendaient pas compte, parce qu'ils n'avaient pas forcément les chiffres. Et ça vient peut-être parce qu'on avait un organisateur parmi le bureau de l'OFAC, à savoir toi, Joël, qui a su prendre en charge justement tous ces organisateurs pour leur expliquer. Et l'idée que je pense que j'ai eue, enfin qu'on a eu l'OFAC, c'est pour l'AG qui s'est donc déroulé à Elne chez Antonella et Jean, dont on a été super bien accueillis. On a élaboré financièrement à chaque, ils ont eu un papier de l'avantage financier que l'OFAC faisait pour eux. Et beaucoup d'entre eux n'étaient pas au courant de la somme. Et ça, je pense que c'est bien. Mais l'OFAC, elle sera bien vue automatiquement. Il y a toujours des anti-OFAC, il y en aura toujours. Mais on s'aperçoit que ça se passe en rallycross avec la force, ça se passe partout. L'OFAC a un rôle à faire qui n'est pas facile. Parce qu'entre l'organisateur et le pilote, faut... Hein, l'histoire, exemple, de tout ce qui est ordures ménagères. Aujourd'hui, on a des bénévoles chez nous le lundi matin qui disent « Mais les pilotes, vous vous rendez compte, ils laissent tout en vrac, ils laissent les salons de jardin. » C'est pour ça qu'il faut que... Le rôle aujourd'hui de l'OFAC, c'est de faire comprendre aux pilotes qu'il ne faut pas prendre l'organisateur non plus pour...
Et ça se passe de mieux en mieux, je trouve, de mieux en mieux. Jérémy, de ton côté, toi? Moi, sur tout ce qu'il dit, Joël, je le rejoins et je rajouterais que c'est un soutien, c'est un soutien qu'un organisateur ne pourrait plus s'en passer. À l'heure actuelle, que ce soit sur la confiance qu'il apporte aux organisateurs, sur une aide financière qui peut être occasionnellement utile. Je pense qu'aujourd'hui, organiser un championnat de France sans un OFAC, ce serait impensable. Ouais. D'ailleurs, les pilotes l'ont bien compris, puisque le nombre des sympathisants, des cotisants OFAC augmente régulièrement tous les ans, à preuve le nombre de chèques que j'ai dû détruire cette année avec l'annulation justement de ce championnat. C'est ce qui est vraiment bien dommage. Florian ? Oui, pour rebondir avec Jérémy, parce qu'on a parlé tout à l'heure de la non-expérience d'un championnat régional pour le circuit de Steinbourg, mais ce n'est pas péjoratif, c'est parce qu'il n'y avait plus de challenge régional. Et ben pour autant, Jérémy, il n'avait certainement pas assez de boulot avec l'épreuve de Steinbourg et le bureau d'OFAC, donc il s'est dit, avec Nicolas Gandry, et je crois qu'il y a Céline Leleu qui est dans l'affaire aussi un petit peu, vous vous êtes lancé dans la création la renaissance, on va dire, du challenge régional du Nord-Est. Et tu nous en parles un petit peu, Jérémy. Oui, c'est ça. C'était un peu avant Noël. Là, Nicolas Landry, comme tu l'as cité, m'a contacté pour effectivement voir s'il n'y avait pas moyen de réorganiser un petit championnat régional. Parce que c'est vrai que dans le Nord-Est, au niveau FFSA, il n'y a rien du tout, ou plus rien. Il y a énormément de circuits, mais plus organisés par la FFSA, qui sont uniquement UFOLEP. Et donc, on a bossé dessus tout l'hiver, et puis c'est vrai qu'on avait réussi à récupérer 5 organisateurs pour pouvoir faire ce fameux nouveau championnat. Donc de bol, le Covid est arrivé, il nous a mis des gros bâtons dans les roues. Mais on lâche pas le morceau, et puis on espère que l'année prochaine, effectivement, on maintient encore une épreuve qui sera chez nous pour l'instant le 18 octobre, en espérant qu'elle pourra se faire. Malheureusement, aujourd'hui, on n'est pas sûr à 100%. Mais en tout cas, on lâche pas le morceau, et puis l'année prochaine, on a 2 épreuves supplémentaires. On dévoilera ça cet hiver. C'est-à-dire qu'on avait 5 épreuves prévues au calendrier 2020 et déjà des gens qui s'étaient positionnés sur 2021, peut-être en position d'attente pour voir le déroulé de la première année? Exactement, c'était un peu ça. C'était des épreuves qui étaient déjà plus ou moins partantes, mais qui étaient un peu sur la retenue. Et du coup, nous-mêmes, dans l'incertitude d'un oui ou d'un non, on a préféré les mettre en attente et puis de les passer pour l'année prochaine. Ok, très bien. Je reviens à Bourges. On sait, Bourges organise plusieurs épreuves. Il y a le 2 chevaux cross notamment qui est organisé sur votre épreuve. Qu'est-ce qui fait la différence du championnat et de la Coupe de France d'autocross et de sprint car, les garçons? Qu'est-ce que ça oblige en plus, en contrainte, et quel bonheur ça vous apporte en plus? Entre la Coupe et le championnat, il y a une grosse différence. Le championnat de France, il y a beaucoup de contraintes qu'il faut gérer, qu'il n'y a pas en Coupe de France, Folcar. Championnat de France, Folcar, depuis cette année, mais qui est mal en point au jour d'aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'épreuves qui se sont courues. Il y en a une dimanche prochain qu'on ne sait même pas si elle va avoir lieu au jour d'aujourd'hui, et une autre à la fin du mois. C'est vrai que pour moi, je suis plus serein en 2 chevaux cross Folcar, malgré que ce soit 2 épreuves dans le même week-end, qu'en championnat de France. En championnat de France, il faut déjà placer les pilotes. Que là, le gros problème, parce que tout le monde il met son grain de sable, et puis mais bon, ça s'améliore quand même, ça s'améliore. Et puis faut être strict quand même avec ce que un championnat nous demande, quoi. Puis il faut être strict avec le FAC, voilà, c'est plus.
faut être faut être conscient que c'est quand même, on est presque dans le pro. Ouais. Je crois que les contraintes ne sont pas les mêmes, hein. Entre le championnat de France autocross et Coupe de France sprint car et le championnat de France folk-car, déjà le nombre d'engagés n'est pas le même. Les structures sont nettement moins importantes aussi. Ça évolue là aussi, hein. Oui, mais ça vient. Mais c'est clair que, on va dire que c'est peut-être plus bon enfant, moins, on va dire, je sais pas, il y a peut-être meilleure ambiance. Non, mais Non. c'est plus bon enfant. Ouais. En direction de course, c'est aussi strict, hein. Tout c'est pareil, hein, mais on est moins stressé, je trouve. Le timing peut-être. À bon niveau timing, Oui. on peut faire ce qu'on veut. Voilà. On est libre en timing. On fait un peu. Voilà. En time libre, on n'a aucun timing qui sont imposés. Le folk-car, sur certaines courses, il se déroule plus le dimanche. Nous, on a choisi de dérouler sur les 2 jours. Étaler comme on veut. On prend les horaires que l'on veut. Voilà. C'est la grosse différence avec le championnat de France autocross et sprint car. Oui, voilà. Là, on est vraiment, on est obligé de se tenir à une certaine rigueur parce qu'autrement, c'est clair qu'on passe pas tout. Malgré qu'avec un directeur de course en autocross qui tient vraiment la route, comme on a depuis 2 ans, c'est impressionnant quand même le changement qu'il y a eu et l'ambiance au niveau des officiels, c'est beaucoup mieux. Oui, de ce côté-là, on est quand même. On est quand même. Ah ouais, ça n'a rien à voir. On est plus serein. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment le jour et la nuit. Hein. Oui, on a eu une épreuve il y a 3 ans qui a été sabrée totalement. Quand on voit qu'à 15 heures, il restait plus que 3 finales, c'était une horreur. Non, c'est pour ça que moi j'estime une chose, aujourd'hui en direction de course à l'EFAC, il a été choisi des très bons directeurs de course et qui font leur travail et qui connaissent et qui ne stressent pas et qui ne stressent pas les équipes en dessous. Parce qu'un directeur de course, si on veut qu'il fasse une belle course, il faut qu'il y ait des gens en dessous de lui sur qui il peut se reposer et qu'il puisse déléguer et qu'il fasse aussi confiance aux équipes. Et c'est vrai qu'avec Thierry, c'est extraordinaire. Juste pour préciser ton propos, Joël, tu as dit une petite imprécision, le directeur de course est nommé par la Fédé et pas par l'OFAC. Hein. Oui, c'est vrai, excuse-moi. Excuse-moi. Assez de responsabilité. Non, mais c'est vrai que c'est sur le dos. Et une chose, c'est nous aussi, organiser une course demain hors, de toute façon, championnat. Comme on est au centre, ça serait très dur parce qu'on serait obligé de travailler avec l'autocross de l'Ouest, le Corac, le CEAC et avec Jérémy, donc avec Ornec. Parce que comme on est au centre, on serait obligé de tirer sur les 4 coins de la France. Est-ce que les gars, Joël, tu peux juste nous dire le nombre de participants qu'il y a sur un folk-car pour que les gens puissent comparer avec l'autocross? On le sait, l'autocross, c'est une cote mal taillée, c'est 230 pilotes présents sur un meeting. Le folk-car, le souci aujourd'hui du folk-car, c'est que 80% des pilotes de folk-car sont tous de l'Ouest, c'est-à-dire Essé, Mayenne et Lavarée. Donc tous ces circuits-là font le plein, ils sont jusqu'à 120 voitures, alors que nous à Bourges, quand on arrive à 50 voitures, on commence à être bon. Et exemple, le week-end là prochain, il y en a un sur Orléans, ils vont être maximum 25 voitures. Donc, par contre, le folk-car, la remise des prix est pas chère et l'engagement est quand même relativement cher. Il est aussi cher qu'un autocross. Est-ce que Joël, tu peux me donner une idée du nombre de participants en 2 chevaux cross quand vous l'organisez? Aujourd'hui, on tourne dans les 80-90 chevaux, mais on a connu plus de 120. Avec des pilotes qui viennent de partout, dont un qui vient de Vieille-Vigne et que j'embrasse parce qu'il doit nous suivre, c'est Jacques Letiec, qui est un pilote de 2 chevaux cross qui habite sur ma commune. Bref, ça c'était le petit message personnel. 43 minutes d'émission, on arrive déjà quasiment à la fin. Jérémy, je voulais juste que tu nous parles peut-être un petit peu de ton circuit à Steinbourg, qui est un circuit spécifique qui en a surpris plus d'un. Et je me souviens la première année d'un regard extérieur, les pilotes étaient un petit peu sceptiques et quand j'ai pu les sonder à la sortie des essais chrono, ils étaient tous ravis de ce circuit. Oui, donc c'est vrai qu'il est réputé pour être très technique. Après, il reste quand même relativement rapide parce qu'on tourne quand même pour les meilleurs en 46 alors qu'il fait quand même un peu plus de 1000 mètres. Donc ça reste dans les circuits très très rapides.
Après, il y a certains endroits qui sont pas très larges, donc qui font la technicité du circuit. Il y a une grosse parabole qui est aimée par beaucoup de monde, donc effectivement, elle est plaisante. Des parties du circuit qui sont peut-être un peu moins larges, mais qui dans tous les cas respectent la réglementation imposée. Donc c'est vrai que si d'autres circuits offrent des boulevards, Steinbourg respecte la réglementation et offre un circuit plus technique, mais alors qui nous régale, parce que c'est vrai que les épreuves auxquelles on peut assister sur le circuit Steinbourg sont époustouflantes. On l'a vu l'an dernier encore. Patrick, souviens-toi, Maxi Tourisme, ils étaient 3 les garçons, ils ont fait un spectacle époustouflant tout le week-end. Hein. Une folie, ça a été vraiment une folie. On s'est vraiment régalé. Et puis, je crois que de toute façon, le circuit, vous avez des demandes, Jérémy, pour faire évoluer constamment, même à Bourges. Hein. C'est-à-dire que d'une année sur l'autre, on va vous demander de retoucher certaines choses. Je crois qu'à Steinbourg, sur le circuit du Soleil, on vous a pas demandé sur le départ, juste avant le premier gauche, à retoucher un petit peu, non? Exactement. Donc, pour rassurer tous les pilotes, c'est vrai que la première année, on n'a eu aucun incident dans ce virage-là. L'année dernière, c'était l'hécatombe. On n'avait pas un départ sur 2 finissait au drapeau rouge. Par ce premier virage, on ne l'explique encore pas pourquoi. Mais donc, effectivement, ce fameux mur en béton que pas mal de pilotes ont heurté a été dégagé. Enfin, en tout cas, a été décalé d'un bon mètre. Et donc, on a une ligne droite qui tire tout droit, effectivement. Donc, ce qui était complètement incompréhensible, c'est que l'année d'avant, il n'y avait rien eu. Le circuit était le même, les pilotes étaient les mêmes, les machines étaient les mêmes, et il n'y avait rien. Et là, d'un coup, ça s'est passé comme ça. Mais Bourges, c'est pareil. Vous avez eu, vous aussi, votre lot de problèmes avec les virages du fond qu'il a fallu remodifier. Ouais. Et puis surtout, moi, ce que je regrette, et puis je le dis, je le maintiens, c'est surtout ce virage du raccordement qui a été supprimé, où là, c'était vraiment l'endroit le plus spectaculaire de votre circuit à Bourges. Mais oui. Mais c'est dommage. C'est dommage. C'est pas de votre fait, hein, bien évidemment. Voilà, on vous a imposé de modifier, de court-circuiter Alors, je sais pas, je veux pas polémiquer, dire à tort ou à raison, ça a été demandé. Je pense que Laurent Hachefy, s'il a demandé ça, c'est certainement pour une histoire de sécurité. Il est plus compétent que moi à ce niveau-là, donc je respecte complètement sa demande. Hein. Mais c'est clair qu'on a perdu vraiment quelque chose d'hyper spectaculaire sur cette épreuve-là. Ouais. C'est comme ça, mais effectivement, comme tu le disais, Patrick, ce n'est pas du fait des organisateurs, c'est du fait des instances dirigeantes qui ont demandé cette réglementation. Patrick, est-ce que tu veux nous dire un mot sur chacune de ces épreuves pour conclure? Oui, écoute, moi j'aurais alors un mot. J'ai demandé aux organisateurs. Par exemple, Joël, parce que Joël et puis Gérard sont toujours en train de nous dire que oui, on va partir. Est-ce que le sport auto va pas vous manquer, les garçons, quand vous allez arrêter? Moi, j'arrête parce que, je vais arrêter d'être président. Parce que ça fait quand même 20 ans. Oui, mais enfin bon. Alors, et j'ai plus 20 ans. Je ne vais pas dire mon âge, mais j'ai plus 20 ans. Tu peux le dire. Donc, c'est le meilleur âge. Oui, c'est le meilleur. Hein. Jusqu'à mon 70. Non, mais il est clair. On en faisait la remarque le week-end dernier. Nous étions à Aurel et le directeur de course, justement, faisait la remarque par rapport au Covid. Et il disait qu'il fallait prendre soin de nous parce que le jour où les retraités vont arrêter de travailler, il n'y aura plus d'autocross. Il est clair. Il est clair que ça, c'est effectivement. Mais bon, c'est pas une raison pour arrêter quand tu es en pleine forme. Moi, j'ai des problèmes techniques, ce qui fait que effectivement, il va falloir que je passe la main. Mais Gérard, toi, tu es toujours en pleine forme. Je me pose la question pourquoi tu veux arrêter, quoi. Je dis que je veux arrêter le samedi soir de l'autocross. Et puis le dimanche matin, les choses non, mais bon, c'est pareil. Alors moi, j'ai commencé à courir à 23 ans.
j'ai arrêté, voilà pas longtemps. Il faut savoir s'arrêter un jour ou l'autre parce que en tant que pilote, j'ai dit à 50 ans je vais arrêter et puis ça m'a poussé jusqu'à 65. Hein. Ouais. Il est clair que tu as une carrière de pilote de Gymkhana, non? Slalom et course de côte. Slalom, voilà. On dit plus Gymkhana, c'est slalom maintenant. Oui, c'est vrai, absolument. Et toi, Joël, est-ce que ça va te manquer un jour si tu arrêtes l'autocross? Moi, non. Pour l'instant, j'ai pas envie d'arrêter. Ouais. J'ai pas envie d'arrêter parce que bon, j'ai mes 2 gendres qui roulent en Folcar. J'ai ma fille qui est donc meilleure en Peugeot la féminine, qui a été donc l'an dernier championne de France féminine et qui tape dedans. Et moi, je voudrais que tous ces jeunes-là arrivent à l'écurie dans les 5 ans à venir. Ouais. Je pense, moi, je voudrais essayer de faire une passation et de ramener des jeunes et des nouveaux aussi retraités. Parce que les futurs jeunes qui vont venir travailler la semaine, ça sera des nouveaux aussi retraités. Absolument. Et ça. Et du côté de Steinbourg, c'est même pas envisageable pour l'instant. C'est clair que dans 5 ans, comment tu te vois, Jérémy? Tiens. Pourquoi pas encore plus haut? J'en sais rien. En tout cas, on va continuer de viser toujours plus haut. C'est ce qui nous permettra de faire toujours un peu mieux. Mais dans 5 ans, on espère toujours encore en championnat de France. On espère avoir réussi à développer la partie Ornec, donc la partie régionale. Et donc voilà un peu l'objectif. Mais non, pas prévu d'arrêter, pas du tout. Bien sûr, bien beau projet en perspective, bien sûr. Et pour vous aussi, Bourges, bien sûr, on compte toujours sur vous. Hein. Florian? Eh bien moi, une question pour les organisateurs, parce que c'est vrai qu'on a eu l'occasion de demander aux pilotes quels étaient leurs circuits préférés, et moi je m'amuse à demander aux organisateurs quelle est la catégorie qu'ils considèrent comme la plus spectaculaire lors du meeting. Quelle catégorie, malgré vos journées très chargées, vous ne loupez pas et sur laquelle vous êtes toujours prêt sur le bord du circuit? Moi, c'est les berlines. Hein. Les berlines en 2 roues? Moi, j'ai toujours été voiture. Hein. Voiture, Gérard. Mais Gérard, une préférence pour les 2 roues ou pour les 4 roues motrices? Ah, les 4 roues aussi. En sprint car, la division Rennes, c'est formidable. Hein. Ça, super. Joël, tes catégories fétiches? Moi, j'aime bien la voiture parce que la voiture, je trouve qu'on porte le nom autocross. Le jour où on n'aura plus de berline en autocross, ça va tâcher un peu le nom. Soit faudra qu'on change de nom, et c'est vrai que ça manque, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que la Tourisme Cup, il y a une grosse évolution. Il y a des voitures de plus en plus belles, parce que les Maxi Tourisme, on sait très bien qu'elles vont soit vers le rallycross, ou soit ils n'ont pas les moyens de suivre, parce que ça coûte cher. Et aujourd'hui, le Tourisme Cup a beaucoup évolué, mais le Super Sprint reste quand même la catégorie qui nous bat tous les records de piste, partout. Ok. Merci, Joël. Jérémy? Moi, j'ai une catégorie de cœur pour l'avoir pratiqué un bon nombre d'années, c'est la Super Sprint. Et donc, effectivement, quand j'arrive à voir sur des épreuves où on en a plus d'une vingtaine dans la même seconde, je trouve ça juste remarquable. Et donc, pour moi, c'est vraiment la plus belle des catégories. Merci, les garçons, pour vos réponses. 2 petits messages pour vous personnels. Le premier, c'est pour Bourges, parce qu'on passe toujours un excellent moment à Bourges et vous avez réussi à maintenir l'organisation d'un moment festif le samedi soir qui se passe toujours très très bien, alors que nous, ici dans l'Ouest, on n'a pas été capable de maintenir ces soirées-là parce qu'il y avait toujours des débordements. Donc bravo Joël, Gérard et à vos équipes surtout, parce que l'organisation de cette soirée est toujours un franc succès. Et puis moi, Steinbourg, j'ai un souvenir particulier, c'est que j'ai eu la chance et la fierté, je peux le dire, d'être un des premiers à avoir découvert René Mandel sur ce circuit. Il était au volant de son châssis d'une autre époque, le châssis de son grand-père, je crois, qui datait de 1984, et c'était en 2012 sur le circuit de Steinbourg, et c'est là-bas que je l'avais rencontré. Je m'étais dit, attention, celui-là, on en entendra parler. Voilà, René qui certainement
doit nous suivre et on en profite pour embrasser Diane qui lui fera la traduction sur ce petit message. Merci les garçons de nous avoir accompagnés ce soir pour cette émission. Je remercie Didier Rodrigue et la société Mastermast pour la mise à disposition des moyens techniques, David Lhéritier à Block Design, Dominique Nézère pour le générique. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Bonne rentrée demain pour les enfants. Il y a aussi des pilotes pour qui c'est la rentrée demain. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le pouce et sur la cloche pour être averti du début du live. Cette émission est disponible dès ce soir en replay sur notre page et elle le sera dès demain sur la page FFSA TV. Excellente soirée à tous, à très bientôt. On se retrouve lundi prochain. Salut. Bonsoir. Ça.